C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. La présidentielle en Guinée, alors que le jour J approche à grands pas, nous poursuivons notre série. Aujourd'hui, nos reporters ont tendu le micro à des Guinéens engagés. Ils se mobilisent pour que le scrutin se déroule dans le calme. Reportage à Conakry dès le début de ce journal. Nous nous intéresserons également à la dent de Patrice Lumumba. C'est tout ce qu'il reste du Premier ministre congolais assassiné en 1961 et dont le corps a été dissous dans l'acide. Sa famille réclame sa restitution pour lui offrir une sépulture dans son pays. Cette dent se trouve en Belgique. Notre correspondante à Bruxelles, Alix Le Bourdon, a enquêté. Nous regarderons son reportage et nous serons avec elle dans ce journal. Enfin, nous irons en Libye où le coronavirus a fortement impacté l'enseignement. Les cours s'organisent à la maison ou parfois même en plein air. Le secteur éducatif avait déjà beaucoup souffert à cause des combats dans le pays. On poursuit notre série en Guinée. À 4 jours du scrutin présidentiel, nos équipes sur place ont souhaité donner la parole à ceux qui se mobilisent pour la paix et pour que l'élection se déroule dans le calme. Alors que le troisième mandat du président sortant, Alpha Condé, est contesté par l'opposition et que les manifestations contre sa candidature ont souvent été entachées de violence, nos reporters à Conakry, Eliman Dao et Malik Diakité, ont rencontré ceux qui mettent en garde contre des débordements. Vous allez le voir, à chacun sa méthode. Reportage. À quelques jours de la présidentielle, les appels au calme se multiplient. Les grands noms de la musique guinéenne sont en première ligne. La Guinée est une famille, le brûlant passe-pays. Réunis dans un collectif nommé Guinée All Stars, ils invitent leurs compatriotes à l'union dans leur nouveau tube Notre Guinée. C'est un message de paix, mais bien sûr, parallèlement, il y a aussi un message de justice, puisque sans paix, sans justice, il n'y a pas de paix. On est écouté par nos fans. Ils vont aussi véhiculer le message qu'on est en train de véhiculer. Et je pense que ça va vraiment donner un impact. Les actions pour prévenir la violence sont également perceptibles sur la toile. À Blogui, l'association des blogueurs de Guinée lutte contre la diffusion de propos haineux sur les réseaux sociaux. Elle compte sur la coopération des Guinéens. Nous leur demandons de nous envoyer ces différents propos, de nous les signaler pour que nous les répertorions et que nous puissions prendre la meilleure action pour les circonscrire et donc limiter leur impact. Les religieux ne sont pas en reste dans cet élan visant à unir davantage les Guinéens. El Hadj Djeri Badiaby, 60 ans, a créé une fondation bénévole qui œuvre pour la paix. À l'approche du scrutin, il mène des tournées de sensibilisation en banlieue de Conakry où les jeunes affrontent régulièrement les forces de l'ordre lors des manifestations. Les Guinéens sont les mêmes frères, les Guinéens sont tous des cousins. Nous sommes tellement métissés dans notre pays et nous ne voulons pas voir notre pays tomber dans un cercle de violence parce que ça n'aboutira à rien. Dans les lieux de culte, des prières collectives ont été organisées tout au long de la campagne électorale par des dignitaires religieux pour une élection sans violence. Les nombreux Guinéens que nous avons interrogés ne souhaitent finalement qu'une élection démocratique et apaisée. Et puis pour être complet sur la Guinée, sachez que l'opposant Sidia Touré a été empêché de sortir de Conakry ce mercredi alors qu'il devait prendre son vol pour Abidjan. Le passeport du président de l'Union des forces républicaines a été confisqué à l'aéroport. Pour l'heure, on ne connaît pas les raisons de cette mesure. Les autorités guinéennes n'ont pas souhaité répondre à notre demande d'interview. Cela fait presque 60 ans que Patrice Lumumba a été tué. Son assassinat aurait été perpétré par des policiers belges avec la complicité des autorités congolaises de l'époque et de la CIA. Son corps n'a jamais été retrouvé et sa famille n'a jamais pu lui offrir une sépulture. Aujourd'hui, la justice belge pourrait restituer à ses enfants le seul reste de son corps, une dent. À la fin des années 90, un policier belge l'exhibe comme un trophée à la télévision, se vantant d'avoir fait disparaître le corps de Lumumba dans l'acide. En 2016, la dent est saisie par la justice, cette même justice qui a décidé aujourd'hui de la rendre à la famille. Une victoire pour de nombreux militants qui se battent depuis des années pour que le héros de l'indépendance congolaise ait une sépulture. Alix Le Bourdon, notre correspondante à Bruxelles, les a rencontrés. Quand il a commencé à militer pour la mémoire de Patrice Lumumba,
Cet activiste ne se doutait pas que son combat tournerait un jour autour d'une seule dent. Un vestige que la justice belge va bientôt remettre aux descendants du premier ministre congolais. Patrice Lumumba aurait été assassiné par des policiers belges avec le soutien de la CIA et des autorités congolaises, juste quelques mois après l'indépendance. C'est déjà un pas important qu'on a décidé de restituer les dents à la famille, au peuple congolais. Mais non, la question, comment on va restituer? Parce que c'est quand même un des assassins du siècle. Et en plus, il y a encore un procès qui est en cours. L'histoire de cette dent est aussi sombre que longue. Pendant des années, le policier chargé de faire disparaître le corps garde le vestige chez lui. Il va jusqu'à l'exhiber plusieurs fois à la télévision. Des images dont cet écrivain congolais ne se remet toujours pas. J'ai quand même vu ce mec venir déclarer devant tout le monde à la télé qu'il avait découpé Lumumba en petits morceaux, qu'il avait mis dans l'acide. Il a raconté ça comme on raconte n'importe quelle petite histoire. Et c'est passé comme ça. Moi, j'ai vu ça complètement épouvanté un soir. On appelle ça recel de cadavre dans un pays civilisé où il y a des lois. Ce n'est qu'en 2016 que la dent est saisie par la justice dans le cadre d'un procès intenté en Belgique par les descendants de Patrice Lumumba. On a réussi à faire qualifier ce dossier d'assassinat de M. Lumumba en crime de guerre. Et donc, il est imprescriptible, ce qui permet, 60 ans après ou presque, de poursuivre l'enquête. Mais l'enquête est ouverte depuis plus de 9 ans. De quoi irriter ce sociologue dont le livre paru en 1999 avait mené à la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire. Sur l'enquête, je suis très pessimiste parce que le procureur général il a dit que jusqu'à maintenant, il n'a toujours pas écrit une lettre au Parlement belge pour demander les comptes rendus des auditions qu'ils ont fait à huis clos avec des gens impliqués dans l'assassinat. Ça prouve quand même qu'il n'y a pas vraiment une volonté d'aller au bout. Une lourde histoire qui vient rappeler la douloureuse relation de la Belgique à son ancienne colonie. Et nous retrouvons comme promis notre correspondante à Bruxelles, Alix Le Bourdon. Alix, bonsoir. Tout d'abord, qu'est-ce que l'on sait, quand la Belgique va rendre la dent? Eh bien écoutez, non, pour le moment, on ne sait pas quand cette dent va être restituée à la famille. Je vous rappelle que la demande a été faite en juin dernier, au moment des 60 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et c'est Juliana, la fille de Patrice Lumumba, qui a directement écrit une lettre au roi Philippe, ici en Belgique, pour demander la restitution de la dent de son père qu'elle qualifie dans cette lettre de héros sans sépulture. Alors finalement, 3 mois plus tard, en septembre, le parquet fédéral, ici à Bruxelles, annonce qu'il accepte la restitution de cette dent et que la dent est donc simplement disponible au greffe du tribunal. Alors il s'avère assez vite qu'il ne s'agit sans doute pas de la bonne manière de restituer ce vestige qui est évidemment hautement symbolique. Donc il y a des discussions en ce moment pour savoir justement comment on va remettre cette dent à la famille. Alors il y aurait déjà une date très symbolique, le 17 janvier prochain, où l'on célébrera les 60 ans de la mort de Patrice Lumumba. Alors pourquoi l'enquête sur sa mort prend autant de temps ? Eh bien, c'est la question que soulève l'auteur du livre sur la mort de Patrice Lumumba, que l'on voit dans ce reportage. Et à la fin, il questionne la volonté des autorités belges d'aller jusqu'au bout dans cette enquête. Il soulève un certain nombre d'incohérences, notamment pourquoi, dans les années 2000, la commission d'enquête parlementaire n'a pas ordonné une perquisition pour récupérer cette dent qui avait été exhibée plusieurs fois à la télévision. Alors, du côté de la justice belge, on se défend. Les autorités judiciaires veulent aller au bout. Ça, c'est ce que nous confirme encore aujourd'hui le porte-parole du parquet fédéral belge. Et quant à la longueur de l'enquête, il la justifie par le fait que les procédures dans ce genre de dossier sont assez longues. Alors, il y a en effet eu la première étape dans ce dossier. Ça a été de requalifier la mort de Patrice Lumumba en crime de guerre pour que le dossier soit imprescriptible. Et ça, en effet, ça a duré 3 ans. Mais sur la fin de l'enquête, l'issue de cette enquête, le parquet fédéral reste assez évasive. Pas avant quelques mois, nous dit-on. Je vous rappelle quand même que cette enquête est ouverte depuis 2011, que Patrice Lumumba est décédé en 1961, c'est-à-dire il y a presque 60 ans. Donc, parmi les 12 personnes soupçonnées d'être impliquées dans cette affaire, aujourd'hui seulement 2 sont encore vivantes. Elles sont évidemment très âgées. Alors, les craintes des proches dans ce dossier, c'est que l'enquête ne soit pas clôturée du vivant de ses potentiels protagonistes. Merci beaucoup Alix Le Bourdon et nous suivrons bien évidemment avec vous à partir de Bruxelles l'affaire de la dent de Patrice Lumumba. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions.
Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, la condamnation de Madame Maya en Algérie, cette influente femme d'affaires algérienne qui se faisait passer pour la fille cachée de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Elle a écopé de 12 ans de prison ferme pour corruption, une peine assortie d'une amende de 6 millions de dinars, 40 000 euros, et de la saisie de ses biens. Les jeunes ne décolèrent pas au Nigeria. Des milliers d'entre eux sont de nouveau sortis dans les rues pour manifester contre les violences policières. Ils dénoncent les agissements de l'unité spéciale de la police qui lutte contre la criminalité et demandent sa dissolution. En Tunisie, la justice a annoncé ce mercredi l'arrestation du chef de la police municipale Asbeitla, une arrestation qui fait suite à des troubles causés par la mort d'un homme dans un kiosque détruit par les autorités. Un kiosque qui faisait l'objet d'un ordre de destruction. Le père du propriétaire qui dormait à l'intérieur a perdu la vie. On part à présent en Libye. La crise sanitaire n'a pas épargné ce pays déjà impacté par les combats. L'un des secteurs les plus perturbés est celui de l'éducation. Du coup, les parents d'élèves et les professeurs tentent de s'organiser. Certains donnent des cours à la maison, d'autres en plein air. Les détails avec Nicolas Germain. Ahmed Falak est professeur à l'université de Misrata. Mais désormais, il est aussi enseignant à domicile pour ses enfants et ses neveux. De nombreux élèves libyens n'ont pu aller à l'école pendant des mois en raison de la pandémie. وأيضا أبناء أخي اللي في سن اللي في صف الخامس وتحت ولكن بعض العائلات أو أغلب الناس لا يوجد لديهم من يدرسهم وبالتالي هذا يؤدي إلى فشل في الطالب. Dans les écoles qui sont ouvertes, les élèves doivent laver leurs mains à l'entrée, les employés prennent leur température, les masques sont obligatoires. Certains cours ont lieu à l'extérieur. Malgré la fermeture de nombreuses écoles, les autorités affirment que les élèves seront soumis à un examen pour passer dans l'année d'après. Une décision fustigée par de nombreux parents. عندي عيل في صف رابع يعني مأساة إنه كان ما قراش السنة هذه لأن بالذات خاصة الصف أول ابتدائي عندك ما كملوش الحروف ما قروش زين هذه كل منها ترتب عليها هي السنة الجاية ما نعرفش الحل شنو اللي بيدير التعليم وقرارات التعليم ديما عشوائية بدون دراسة. En Libye, le coronavirus n'est pas le seul problème qui touche le secteur de l'éducation. Les combats dans le pays entre le gouvernement soutenu par l'ONU et les troupes du maréchal Haftar ont déjà déplacé 90 000 enfants. 200 écoles ont dû être fermées en raison du conflit, privant quelques 200 000 enfants d'un enseignement. Le militant congolais Emery Mwazulu Diabanza a été condamné mercredi à 1 000 € d'amende. Il est accusé d'avoir tenté de s'emparer en juin dernier au musée du Quai Branly d'un poteau funéraire d'origine tchadienne pour dénoncer le pillage culturel de l'Afrique, initialement poursuivi pour tentative de vol. Il a finalement été condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour vol aggravé. Les autres militants jugés avec lui ont été condamnés à des peines d'amende avec sursis allant de 250 à 1 000 €. L'activiste congolais a annoncé qu'il allait faire appel. Notre légitimité d'aller chercher ce qui nous appartient, il n'en revient pas aux juges d'un gouvernement prévaricateur d'en décider. La légitimité, nous l'avons de continuer d'aller chercher ce qu'en est notre patrimoine et de permettre à notre peuple d'avoir accès à notre héritage culturel. Voilà ce qu'en est ma lecture pour l'instant de cette décision politique maquillée sur une enveloppe judiciaire et qui d'ailleurs sera contestée encore dans la même logique, c'est-à-dire qu'on fera appel dans la même logique pour contester cette décision. Je vous le disais hier, l'influente confrérie des Tidianes au Sénégal a annoncé qu'elle n'organisera pas fin octobre son traditionnel grand rassemblement à Tivaouane en raison de la crise sanitaire. Les dignitaires religieux invitent les fidèles à célébrer la naissance du prophète Mahomet dans l'intimité de leur foyer. Je vous propose d'écouter quelques réactions de fidèles. Nous ne pouvons que saluer cette décision sage du Khalif qui consiste à surseoir le Maulid jusqu'à l'année prochaine, malgré que nous, en tant que vendeurs d'objets religieux, ça va nous impacter. Il est en parfaite cohérence avec la posture adoptée depuis le début de la pandémie, qui est d'éviter tout rassemblement. La mesure qui est prise correspond à une confirmation des mesures qui ont été conseillées par les médecins et même par l'État du Sénégal pour éviter justement la propagation de ce virus. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.